J'ai assisté à la baby shower de mon frère. Sa femme a dit, le bébé bouge. Touche. Je suis obstétricien. J'ai posé ma main et immédiatement tiré ma femme à part. Appelle une ambulance maintenant. Quoi? Tu n'as pas remarqué quand tu l'as touché? Ce n'est pas. Je me suis effondré en entendant mes propres mots. Je m'appelle Dr. Michael Chen, et je suis obstétricien certifié avec 15 ans d'expérience. J'ai accouché de plus de 3000 bébés, géré d'innombrables grossesses à haut risque, et j'ai vu à peu près toutes les complications imaginables. Mais rien, et je veux dire rien, ne m'avait préparé à ce qui s'est passé à la baby shower de mon frère il y a 6 mois. Mon frère, David, a 2 ans de moins que moi, et nous avons toujours été proches malgré des parcours de vie très différents. Alors que j'allais à la faculté de médecine et créer un cabinet, David est devenu un ingénieur logiciel prospère. Il a toujours été le plus confiant d'entre nous, parfois à l'excès. Quand il a épousé Jessica il y a 3 ans, j'avais des réserves, mais je les ai gardées pour moi. Elle semblait assez gentille, bien que quelque chose chez elle me mette mal à l'aise. Peut-être était-ce la façon dont elle changeait de sujet chaque fois que quelqu'un posait des questions sur sa famille ou son passé. Peut-être était-ce la façon dont elle semblait avoir une réponse à tout, même lorsque les questions portaient sur des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. La baby shower a eu lieu chez eux en banlieue, dans une belle maison de style colonial qu'ils ont achetée lorsque Jessica a annoncé sa grossesse. Une trentaine de personnes étaient présentes, principalement des amis et des collègues de David, quelques voisins et des parents des deux côtés. La famille de Jessica était remarquablement absente, ce qu'elle a expliqué en disant qu'ils vivaient trop loin pour voyager. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange, car elle n'avait jamais mentionné qu'ils vivaient loin auparavant, mais je n'ai pas insisté. Ma femme, Sarah, et moi sommes arrivés vers 14 heures. La maison était décorée de ballons bleus et blancs, et il y avait un buffet impressionnant. Jessica était rayonnante dans une robe bleue fluide qui accentuait son ventre manifestement enceinte. Elle était enceinte d'environ 7 mois, selon David, et rayonnait de cet éclat de grossesse que les futures mamans ont souvent. Michael, Sarah, a crié David en nous voyant entrer. Tellement content que vous ayez pu venir. Jess avait hâte de montrer son ventre de bébé à l'expert. Jessica a ri et s'est approchée de nous, sa main posée sur son ventre. David a dit à tout le monde que tu étais le meilleur obstétricien de la ville. Je meurs d'envie d'avoir ton avis professionnel sur la façon dont tout se passe. J'ai souri et l'ai félicité pour sa grossesse. Elle avait l'air en bonne santé, et son ventre semblait certainement de la bonne taille pour 7 mois. Nous avons bavardé sur les dates d'accouchement et les préparatifs, et je me suis détendu. Peut-être que mes réserves antérieures sur Jessica étaient infondées. L'après-midi s'est déroulé normalement. Nous avons joué au jeu typique de la baby shower, ouvert les cadeaux, et tout le monde a roucoulé devant les minuscules vêtements et l'équipement pour bébé. Jessica était le centre d'attention, acceptant gracieusement les félicitations et les conseils des autres invités. Elle avait cette façon de faire en sorte que tout le monde se sente inclus, en posant des questions sur leurs propres enfants et familles. Vers 16 heures, alors que la fête touchait à sa fin, Jessica était assise sur le canapé en train d'ouvrir les derniers cadeaux. Elle a soudainement halté et a posé sa main sur son ventre. « Oh mon Dieu, il est vraiment actif aujourd'hui », s'est-elle exclamée, attirant l'attention de tout le monde. Il a donné des coups de pied toute l'après-midi, mais là, c'est autre chose. Plusieurs femmes se sont rassemblées autour d'elle, et Jessica les a invitées à sentir le bébé bouger. J'ai regardé chacune d'elles poser sa main sur son ventre, leur visage s'illuminant d'émerveillement en sentant ce qu'elles croyaient être les mouvements du bébé. « Michael, tu dois sentir ça », m'a interpellé Jessica. « Ton neveu va être un joueur de foot. » Je me suis approché avec une certaine réticence. En tant que professionnel, je ne mélange généralement pas mon expertise médicale avec les situations sociales familiales, mais tout le monde regardait, et je ne voulais pas paraître distant. Sarah était déjà debout à côté de Jessica, après avoir elle-même senti le bébé bouger. Le bébé bouge. Touche, a dit Jessica en guidant ma main vers son ventre. Au moment où ma paume est entrée en contact avec son abdomen, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Ce que j'ai senti n'était pas le mouvement normal d'un fœtus à 7 mois de gestation. C'était faux de toutes les manières possibles. Le mouvement était trop superficiel, sans la pression interne profonde du mouvement fœtal réel. Le rythme était mécanique plutôt qu'organique. Et surtout, l'emplacement et le schéma étaient totalement incompatibles avec la façon dont un vrai bébé bouge à ce stade de la grossesse. J'ai gardé ma main là pendant quelques secondes de plus,
essayant de traiter ce que je ressentais. Ma formation médicale s'est mise en marche, et j'ai commencé à cataloguer mentalement les possibilités. Ce que je ressentais ne pouvait s'expliquer que par une seule chose, et cela a glacé mon sang. J'ai réussi à garder une expression neutre en reculant et en souriant à Jessica. Très actif en effet, ai-je dit, mais mon esprit était en ébullition. J'ai croisé le regard de Sarah et j'ai fait un signe de tête vers la cuisine. « Sarah, pourrais-tu m'aider à aller chercher quelque chose dans la voiture ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Sarah avait l'air confuse, mais elle m'a suivi vers la cuisine. Une fois hors de portée des autres invités, j'ai attrapé son bras doucement mais fermement. « Appelle une ambulance maintenant » ai-je chuchoté d'urgence. « Quoi ? Pourquoi ?» a demandé Sarah, les yeux grands ouverts d'inquiétude. « Tu n'as pas remarqué quand tu l'as touché ? Ce n'est pas. » J'ai commencé à dire, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. La réalisation de ce que j'allais dire, de ce que cela signifiait pour David, de ce que cela signifiait pour tout le monde ici, m'a frappé comme un coup physique. Je me suis effondré contre le comptoir de la cuisine, ma jambe soudainement faible. Sarah a attrapé mon bras, son visage rempli d'alarmes. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu me fais peur. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé à nouveau vers le salon, où j'entendais les rires de Jessica se mêler aux autres invités. La voix de mon frère portait au-dessus des sons de la fête, heureux et excité par sa future paternité. « Ce n'est pas un bébé qui bouge », ai-je finalement réussi à murmurer, ce que j'ai senti, Sarah, ce n'est pas un mouvement fœtal. C'est quelque chose d'autre entièrement. Le visage de Sarah est devenu pâle. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que Jessica n'est pas enceinte. Au moins pas d'une grossesse viable. Ce que j'ai senti était cohérent avec une pseudociesis, mais cela n'explique pas le mouvement. La seule chose qui pourrait expliquer ce que j'ai senti, c'est... J'ai fait une pause, ne voulant pas prononcer les mots à voix haute. Michael, tu me fais vraiment peur. Qu'est-ce que tu as senti ? J'ai senti ce qui semblait être une manipulation délibérée de quelque chose à l'intérieur de son abdomen, quelque chose qui était conçu pour imiter le mouvement fœtal mais ne l'était pas. Sarah, je pense que Jessica simule toute cette grossesse. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous comme une condamnation à mort. Sarah me fixait, la bouche ouverte de choc. C'est impossible, a-t-elle murmuré. Regarde-la. Elle est manifestement enceinte. Son ventre, tout son corps a changé. Prothèse, ai-je dit d'un ton sombre. Très sophistiqué. Ce que j'ai senti était probablement une sorte de dispositif mécanique conçu pour simuler le mouvement fœtal. Le positionnement était faux. Le timing était faux. Tout était faux. Mais pourquoi ferait-elle ça ? J'ai pensé à l'excitation de David au cours des 7 derniers mois, à ses projets pour la chambre d'enfant, à ses conversations sur le fait d'être père. J'ai pensé au cadeau de la baby shower, aux félicitations, à la façon dont Jessica avait été le centre d'attention pendant des mois. Je ne sais pas, ai-je dit, mais nous devons appeler à l'aide. Si j'ai raison, Jessica a une sorte d'épisode psychologique, et elle a besoin de soins médicaux immédiats. Sarah était déjà en train de prendre son téléphone quand nous avons entendu la voix de Jessica depuis le salon. Plus fort maintenant, plus excité. « Oh mon Dieu ! Quelque chose ne va pas » a crié Jessica. « Le bébé. Quelque chose se passe. » Sarah et moi sommes retournés précipitamment au salon pour trouver Jessica pliée en deux sur le canapé, ses mains agrippant son ventre. Les autres invités étaient rassemblés autour d'elle, leurs visages remplis d'inquiétude. Le bébé a soudainement cessé de bouger, a haleté Jessica. Et maintenant, j'ai mal, une douleur vive. David était agenouillé à côté d'elle, son visage blanc de panique. Devrions-nous appeler le 112 ? Je l'ai déjà fait, a dit Sarah en brandissant son téléphone. Ils sont en route. Je me suis approché de Jessica avec précaution. En tant que médecin, j'avais le devoir d'aider, mais je savais aussi ce que j'avais découvert. Je devais être très prudent sur la façon dont je gérais cette situation. Jessica, j'ai besoin que tu essaies de rester calme, ai-je dit de ma voix la plus professionnelle. Peux-tu décrire la douleur ? Où est-elle située ? C'est partout, a-t-elle dit, sa respiration devenant rapide et superficielle. Le bébé bougeait tellement, puis, rien. Une immobilité complète et maintenant cette douleur. Je l'ai regardée attentivement. C'était une bonne actrice. Il fallait lui accorder cela.
Mais je pouvais voir les signes maintenant que je savais ce qu'il fallait rechercher. La façon dont ses mains se déplaçaient sur son ventre était fausse. La façon dont elle respirait ne correspondait pas à quelqu'un qui souffrait de véritables complications de grossesse. L'ambulance est arrivée en quelques minutes, et les ambulanciers se sont précipités avec leur équipement. Je me suis identifié comme médecin et j'ai brièvement expliqué la situation telle que je la comprenais, bien que je n'ai pas mentionné mes soupçons sur la fausse grossesse. Alors que les ambulanciers commençaient leur évaluation, j'ai tiré David à part. David, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr, Michael. Qu'est-ce que c'est? Jessica a-t-elle consulté un obstétricien régulièrement tout au long de cette grossesse? David a hoché la tête. Oui, le docteur Rodriguez au centre-ville. Elle a assisté à tous ses rendez-vous. L'as-tu accompagné à l'un de ces rendez-vous? Le visage de David montrait de la confusion. Eh bien, non. Jessica a dit qu'elle préférait y aller seule, que c'était une expérience de rapprochement avec le bébé. Elle revenait toujours avec des mises à jour et des photos des échographies. Mon cœur s'est serré. David, as-tu déjà vu l'une de ces images échographiques? Bien sûr. Jessica me les montre à chaque fois. Nous les avons sur le réfrigérateur. Je savais ce que j'allais trouver, mais je devais demander. Peux-tu m'en montrer une? David avait l'air perplexe face à mon urgence, mais il m'a conduit à la cuisine. Sur le réfrigérateur, maintenu par des aimants, se trouvaient plusieurs images échographiques. Je les ai examinées attentivement, et mes pires craintes se sont confirmées. David, ai-je dit doucement, ces images sont fausses. Ce sont des photos d'échographie génériques que tu peux trouver en ligne. Regarde les dates. Elles sont toutes du même jour, juste avec différentes semaines écrites dessus. David a regardé les images, son visage passant par la confusion, le déni, et finalement une terrible compréhension. Qu'est-ce que tu dis, Michael? Je dis que Jessica t'a menti. Elle n'est pas enceinte. Elle utilise des prothèses pour simuler la grossesse. Et ce que j'ai senti plus tôt était une sorte de dispositif mécanique conçu pour simuler le mouvement fœtal. Le visage de David a exprimé plusieurs émotions à la fois, l'incrédulité, la colère, la confusion, et finalement une terrible forme de clarté. Mais pourquoi ferait-elle ça? A-t-il murmuré. Avant que je puisse répondre, l'un des ambulanciers a crié depuis le salon. Docteur, nous avons besoin de vous ici. Je suis retourné précipitamment pour trouver les ambulanciers confus. Jessica était toujours sur le canapé, mais quelque chose avait changé. Son ventre avait l'air différent d'une certaine manière, moins rond, plus artificiel. Madame, nous devons vous examiner correctement, disait l'un des ambulanciers. Pouvez-vous vous allonger à plat afin que nous puissions évaluer la situation? Non, a dit Jessica sèchement. J'ai besoin de rester assise. Le bébé, la position? J'ai regardé l'ambulancier et j'ai légèrement hoché la tête. Il a compris immédiatement. Entre nous deux, nous avions des décennies d'expérience avec les femmes enceintes en détresse. Nous savions à quoi ressemblaient les urgences de grossesse normale, et ce n'était pas ça. Jessica, ai-je dit fermement, en tant que médecin, j'ai besoin de t'examiner tout de suite. Non, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Vous n'êtes pas mon médecin. Je veux aller à l'hôpital. Je veux le docteur Rodriguez. Jessica, ai-je dit plus doucement. Le docteur Rodriguez n'existe pas, n'est-ce pas? La pièce est devenue complètement silencieuse. Tous les yeux étaient rivés sur Jessica, et je pouvais voir le moment exact où elle a réalisé que sa tromperie était terminée. Son visage a changé, le masque glissant pour révéler quelque chose de désespéré et d'effrayé en dessous. A-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Ses mains se sont déplacées vers son ventre, et je pouvais la voir lutter pour savoir si elle devait continuer la mascarade ou avouer. Jessica, s'il te plaît, a dit David, sa voix se brisant. Dis-moi juste la vérité. Es-tu enceinte? Le silence s'est prolongé pendant ce qui a semblé une éternité. Puis lentement, les mains de Jessica se sont déplacées vers son ventre, et elle a commencé à retirer avec précaution ce qui s'est avéré être un système de ventre de grossesse prothétique incroyablement sophistiqué. L'appareil s'est séparé en plusieurs sections, une coque extérieure qui avait été fixée avec un adhésif de qualité médicale, et un composant mécanique interne qui avait créé le mouvement artificiel. La pièce a éclaté en halètements et exclamations choquées.
David a regardé le faux ventre dans les mains de Jessica, son visage exprimant un mélange d'incrédulité et de trahison. Pourquoi, a-t-il murmuré. Pourquoi me ferais-tu ça? La contenance de Jessica a finalement complètement craqué. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle regardait la pièce remplie de gens qui la regardaient avec choc et dégoût. Je suis désolée, a-t-elle sangloté. Je suis tellement désolée. Je voulais te rendre heureux. Je voulais te donner ce que tu voulais le plus. En me mentant pendant 7 mois. La voix de David s'élevait. En me faisant croire que j'allais être père, en me laissant planifier pour un enfant qui n'existe pas. Je pensais que peut-être je tomberais vraiment enceinte, a dit Jessica désespérément. Je pensais que si j'avais juste plus de temps, si je pouvais faire en sorte que ça paraisse réel, peut-être que ça deviendrait réel. Je me suis avancée, ma formation médicale prenant le dessus. Jessica, c'est une grave affection psychologique. Tu as besoin d'aide. Une aide professionnelle. Ce que tu as fait ici n'est pas qu'un mensonge. C'est une illusion complexe qui a affecté tout le monde dans cette pièce. Sors, a dit David calmement. Sors de ma maison maintenant. David, s'il te plaît, a supplié Jessica. Je t'aime. Je voulais juste te rendre heureux. Tu voulais me rendre heureux en me mentant, en me laissant planifier pour un enfant qui n'existe pas? En me laissant dire à tous ceux que je connais que je vais être père? La voix de David devenait de plus en plus forte à chaque mot. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait? Les autres invités commençaient à partir, murmurant entre eux ce qu'ils venaient de voir. Je pouvais voir le choc et l'embarras sur leur visage. Certains d'entre eux avaient offert des cadeaux coûteux, donné des conseils, partagé leurs propres histoires de grossesse avec Jessica. Je pense que tout le monde devrait partir, ai-je dit doucement. David, Jessica a besoin de soins médicaux. Les ambulanciers devraient l'emmener à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique. Non, a dit Jessica en reculant devant les ambulanciers. Je vais bien. J'ai juste fait une erreur. Je vais partir. Je vais aller chez des amis. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais il était trop tard pour ça. Les ambulanciers avaient déjà appelé des renforts, et en quelques minutes, une équipe d'intervention de crise est arrivée. Après une brève consultation, ils ont déterminé que Jessica devait être emmenée à l'hôpital pour une évaluation. Alors qu'ils se préparaient à l'emmener, Jessica a regardé David une dernière fois. Je t'aime vraiment, a-t-elle dit. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais j'ai besoin que tu saches que tout ce que j'ai ressenti pour toi était réel. La grossesse était fausse, mais mon amour pour toi ne l'était pas. David n'a pas répondu. Il l'a juste regardé avec un mélange de douleur et de dégoût que je n'avais jamais vu sur le visage de mon frère auparavant. Après que Jessica ait été emmenée, la maison est devenue silencieuse, à l'exception de David, Sarah et moi. Nous nous tenions dans le salon entourés de décorations de baby shower et de cadeaux non ouverts, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. 7 mois, a dit David finalement. 7 mois de mensonges. 7 mois de planification pour un enfant qui n'allait jamais exister. David, je suis tellement désolé, ai-je dit. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas chez Jessica, mais je n'ai jamais imaginé quelque chose comme ça. Tu n'aurais pas pu savoir, a dit David en s'enfonçant dans son fauteuil. Comment quelqu'un aurait-il pu savoir? Qui simule une grossesse pendant 7 mois? Qui fait ça à quelqu'un qu'il prétend aimer? Au cours des jours suivants, l'étendue complète de la tromperie de Jessica est devenue claire. Lorsque David a fouillé dans ses affaires, il a trouvé tout un arrangement élaboré dans le placard de leur chambre, plusieurs ventres de grossesse prothétiques de différentes tailles conçus pour simuler différents stades de la grossesse. Le dispositif mécanique que j'avais senti était un équipement sophistiqué qui pouvait être programmé pour créer différents types de mouvements. Elle avait créé de fausses images échographiques à l'aide d'un logiciel qu'elle avait téléchargé en ligne. Elle avait étudié de manière approfondie les symptômes de la grossesse et les avait soigneusement imités pendant des mois. Elle prenait même des vitamines prénatales et avait modifié son régime alimentaire pour rendre la tromperie plus convaincante. La découverte la plus glaçante a été un calendrier détaillé montrant comment elle avait géré la tromperie physique. Elle avait appliqué et retiré le système prothétique quotidiennement, ne l'utilisant que lorsque David était à la maison ou lorsqu'ils étaient en public ensemble. Pendant les moments privés, elle avait prétendu être fatiguée ou nauséeuse pour éviter les situations où la tromperie pourrait être découverte. La découverte la plus glaçante a été un cahier où elle avait détaillé tout son plan.
Elle avait suivi les réactions de David à sa fausse grossesse, notant ce qui le rendait le plus heureux, ce qui l'excitait le plus. Elle avait prévu de simuler des complications de grossesse vers 8 mois, affirmant que le stress avait provoqué un travail prématuré, puis de mettre en scène une fausse couche à l'hôpital. Mais au fil des mois, elle s'était de plus en plus investie dans le mensonge. Elle avait commencé à croire que d'une manière ou d'une autre, elle tomberait réellement enceinte et ferait du mensonge une vérité. Lorsque cela ne s'est pas produit, elle avait commencé à planifier des tromperies plus élaborées, y compris potentiellement essayer d'obtenir le bébé de quelqu'un d'autre pour le présenter comme le sien. L'évaluation psychologique a révélé que Jessica souffrait de pseudociesis, une condition où une personne croit être enceinte alors qu'elle ne l'est pas, combinée à un trouble de la personnalité sévère qui la rendait capable de tromperies élaborées. Les médecins ont expliqué que son comportement était probablement le résultat d'une peur profonde de l'abandon et d'un besoin accablant de plaire aux autres, même au prix de sa propre santé mentale. Ce qui a rendu le cas de Jessica particulièrement complexe, c'est la découverte de ses préparatifs et de sa planification élaborée. La psychiatre affectée à son cas, le docteur Rebecca Martinez, a partagé avec nous quelques détails qui ont dressé un tableau troublant de préméditation et de manipulation psychologique. Jessica ne s'est pas juste réveillée un jour et a décidé de simuler une grossesse, a expliqué le docteur Martinez à David et à moi lors d'une de nos réunions. C'était une tromperie soigneusement orchestrée qu'elle planifiait depuis des mois avant même d'annoncer la grossesse. Selon le docteur Martinez, Jessica étudiait les symptômes et les comportements de la grossesse depuis plus d'1 an. Elle avait rejoint des forums de grossesse en ligne sous de faux noms, étudié des sites web médicaux et avait même suivi des cours prénataux dans un centre communautaire d'une autre ville. Elle s'était préparée à devenir la femme enceinte parfaite. Elle avait tout étudié, a poursuivi le docteur Martinez, les schémas de nausées matinales, les envies de nourriture, les sautes d'humeur, les changements physiques. Elle avait même étudié les effets psychologiques de la grossesse sur les partenaires, apprenant quels comportements et symptômes seraient les plus convaincants pour David. La révélation la plus troublante était que Jessica avait volé des bandelettes de tests de grossesse à une entreprise de fourniture médicale où elle avait brièvement travaillé comme intérimaire. Elle les avait utilisés pour créer de faux tests de grossesse positifs, les stockant dans son sac à main et les utilisant lorsque David ne regardait pas. Elle m'a montré le test, a dit David, sa voix vide. Elle était tellement excitée, tellement heureuse. Elle a pleuré quand elle m'a montré ces 2 lignes roses. Comment simuler des larmes de joie pour quelque chose qui n'existe pas? Le docteur Martinez a expliqué que la capacité de Jessica à simuler des émotions authentiques faisait partie de son état psychologique. Elle avait développé une fantaisie si élaborée qu'elle avait commencé à en croire elle-même certaines parties. La frontière entre la tromperie et l'illusion s'était estompée. Dans son esprit, elle donnait à David ce qu'il voulait le plus. Le docteur Martinez a dit qu'elle s'était convaincue que cette tromperie temporaire mènerait à un vrai bonheur pour eux deux. Elle croyait que si elle pouvait simplement maintenir le mensonge assez longtemps, d'une manière ou d'une autre, il deviendrait vrai. L'enquête sur le passé de Jessica a révélé des détails encore plus troublants. Sa relation précédente s'était terminée lorsque son petit ami avait découvert qu'elle avait menti en prétendant avoir une maladie en phase terminale. Auparavant, elle avait été renvoyée d'un emploi pour avoir falsifié ses diplômes scolaires. Le schéma des tromperies élaborées remontait à des années. Elle est ce que nous appelons une menteuse pathologique, a expliqué le docteur Martinez. Mais il ne s'agit pas seulement de mentir pour un gain personnel. Elle crée ses fantasmes élaborés parce qu'elle a une conviction profonde qu'elle n'est pas digne d'amour tel qu'elle est réellement. Elle pense qu'elle doit être quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, pour être aimée. David luttait avec cette explication. Mais je l'aimais, a-t-il dit. Je l'aimais avant qu'elle ne me dise qu'elle était enceinte. J'aurais été heureux avec elle même si nous n'avions jamais eu d'enfant. Elle n'avait pas besoin de faire ça. C'est là toute la tragédie de sa condition, a répondu le docteur Martinez. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était digne d'amour sans créer ces tromperies élaborées. Sa peur de l'abandon était si forte qu'elle était prête à tout risquer pour éviter de faire face à la possibilité d'un rejet. L'évaluation psychologique a également révélé que Jessica avait vécu ce qu'on appelle le syndrome de Couvade inversé. Au lieu d'un partenaire masculin présentant des symptômes de grossesse, Jessica les avait soigneusement induits en elle-même. Elle avait pris des médicaments qui provoqueraient des nausées, modifié son régime alimentaire pour provoquer des aversions alimentaires, et même utilisé des suppléments hormonaux pour imiter certains des changements physiques de la grossesse. Elle se rendait littéralement malade pour maintenir la tromperie. Le docteur Martinez a expliqué, elle était tellement attachée au mensonge qu'elle était prête à nuire à son propre corps pour le faire paraître réel. Cette révélation a particulièrement touché David.
Il avait été tellement préoccupé par les symptômes de grossesse de Jessica, avait pris soin d'elle pendant ses nausées matinales, s'était inquiété de sa santé et de son bien-être. Apprendre qu'elle s'était délibérément rendue malade était presque plus qu'il ne pouvait supporter. Je lui tenais les cheveux pendant qu'elle vomissait, m'a-t-il dit un soir. Je lui apportais des craquelins et du soda au gingembre. Je m'inquiétais de sa nutrition, de savoir si elle recevait suffisamment de vitamines pour le bébé. Et tout le temps, elle se rendait malade exprès. L'enquête a également révélé l'étendue de la tromperie financière de Jessica. Elle avait secrètement prélevé de l'argent sur leur compte d'épargne commun pour payer l'équipement de grossesse prothétique et les diverses fournitures médicales qu'elle utilisait. Elle avait également imputé des dépenses liées à des bébés à des cartes de crédit dont David n'avait pas connaissance. Elle avait dépensé plus de $8 000 pour cette tromperie. L'avocat de David, James Patterson, nous a expliqué, équipement prothétique, fournitures médicales, même la location mensuelle d'un petit bureau pour maintenir l'illusion des visites chez le médecin. Le faux cabinet médical était peut-être la partie la plus élaborée de la tromperie. Jessica avait loué un petit espace de bureau et l'avait décoré pour qu'il ressemble à un établissement médical. Elle avait engagé un acteur pour jouer le rôle du docteur Rodriguez, l'obstétricien qu'elle prétendait consulter. Les rendez-vous étaient des productions théâtrales élaborées conçues pour maintenir l'illusion. Elle avait pensé à tout, a poursuivi Patterson. Elle avait de faux formulaires médicaux, de fausses demandes d'assurance, même de faux reçus de stationnement de l'immeuble médical. Si vous aviez demandé à David une preuve de ses soins médicaux, il aurait pu vous montrer une documentation qui semblait tout à fait légitime. L'évaluation psychologique a continué pendant des mois, et d'autres détails ont émergé sur l'état de Jessica. Elle avait été diagnostiquée avec ce qu'on appelle un trouble factice, une condition où une personne produit ou simule délibérément des symptômes physiques ou psychologiques afin d'assumer le rôle d'un patient. C'est différent de la simulation, a expliqué le docteur Martinez, parce que la personne ne le fait pas pour des récompenses externes comme l'argent ou éviter le travail. Elle le fait parce qu'elle a un besoin psychologique d'être dans le rôle du patient, de recevoir des soins et de l'attention. Dans le cas de Jessica, le trouble factice avait évolué vers quelque chose de plus complexe. Elle ne cherchait pas seulement des soins médicaux pour elle-même. Elle recherchait l'attention et les soins qui accompagnent le fait d'être une future maman. Elle voulait vivre le traitement spécial, l'excitation, la planification et la préparation qui entourent la grossesse. Elle était accro à l'attention positive. Le docteur Martinez a dit, chaque fois que quelqu'un la félicitait pour sa grossesse, chaque fois que quelqu'un posait des questions sur le bébé, chaque fois que quelqu'un offrait de l'aider ou de lui donner des conseils, elle obtenait une récompense psychologique. Elle est devenue accro au fait d'être le centre d'attention. L'aspect le plus déchirant de l'évaluation psychologique a été d'en apprendre davantage sur la propre enfance de Jessica. Elle avait grandi dans une famille où l'amour était conditionnel, où elle devait gagner de l'attention par la réussite ou en créant un drame. Ses parents avaient divorcé quand elle était jeune, et elle avait passé son enfance à essayer d'attirer leur attention en créant des problèmes qui les obligeraient à se concentrer sur elle. Elle a appris tôt que le fait d'être malade ou d'avoir des problèmes était un moyen d'obtenir de l'amour et de l'attention. Le docteur Martinez a expliqué, ce schéma l'a suivi jusqu'à l'âge adulte, où elle a continué à créer des problèmes élaborés pour obtenir les soins et l'attention dont elle avait envie. Comprendre la psychologie de Jessica n'a pas fait se sentir David mieux par rapport à ce qu'elle lui avait fait. Au contraire, cela l'a mis en colère. Alors, elle a détruit ma vie parce qu'elle a eu une mauvaise enfance, a-t-il demandé. Elle m'a fait croire que j'allais être père parce que ses parents ne l'aimaient pas assez? Ce n'est pas si simple, a répondu le docteur Martinez. Son état n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais cela aide à l'expliquer. Elle ne cherchait pas à vous blesser. Dans son esprit, elle essayait de créer la famille parfaite qu'elle n'a jamais eue. L'évaluation psychologique a également révélé que Jessica avait prévu de simuler une fausse couche. Mais au fil des mois, elle était devenue de plus en plus désespérée de trouver un moyen de rendre la grossesse réelle. Elle avait fait des recherches sur les traitements de fertilité et avait même envisagé d'essayer d'adopter illégalement un bébé pour le présenter comme le sien. Elle avait contacté plusieurs agences d'adoption sous de faux prétextes, a expliqué le docteur Martinez. Elle avait essayé de trouver un bébé qui serait disponible autour de sa date d'accouchement supposée. Elle prévoyait d'affirmer qu'elle avait accouché prématurément et de présenter le bébé adopté comme le sien. Cette révélation était peut-être la plus glaçante de toutes. Jessica n'avait pas seulement menti sur le fait d'être enceinte. Elle avait prévu d'obtenir un vrai bébé pour maintenir la tromperie. Les implications étaient stupéfiantes. Elle aurait pu kidnapper l'enfant de quelqu'un, a dit David, sa voix tremblant.
Elle aurait pu voler un bébé pour maintenir son mensonge. Jusqu'où était-elle prête à aller? Selon le docteur Martinez, il n'y avait pas de limite à ce que Jessica aurait pu faire. Son état psychologique s'était aggravé, et elle s'était de plus en plus déconnectée de la réalité. La fausse grossesse était devenue plus réelle pour elle que sa vie réelle. Elle vivait dans un monde imaginaire, a expliqué le docteur Martinez. Dans son esprit, elle était enceinte. Elle allait avoir un bébé, et elle allait être mère. Le fait que rien de tout cela ne soit réel n'avait plus d'importance pour elle. L'évaluation psychologique a conclu que Jessica était un danger pour elle-même et pour les autres, et elle a été internée dans un établissement de traitement de longue durée. Elle aurait besoin d'années de thérapie pour traiter les problèmes psychologiques sous-jacents qui avaient conduit à sa tromperie élaborée. Ce n'est pas une mauvaise personne, nous a dit le docteur Martinez. C'est une personne très malade qui a fait une chose terrible. Mais avec un traitement, il y a de l'espoir qu'elle puisse apprendre à nouer des relations saines fondées sur la vérité plutôt que sur la tromperie. David ne s'intéressait pas au potentiel de rétablissement de Jessica. Il se concentrait sur sa propre guérison, sur la façon de passer à autre chose après une trahison aussi dévastatrice. L'évaluation psychologique lui avait donné des réponses sur les raisons pour lesquelles Jessica avait fait ce qu'elle avait fait, mais cela n'avait pas rendu la douleur moins aiguë. David a immédiatement demandé le divorce. Le mariage a été annulé pour cause de fraude, et Jessica a été condamnée à suivre un traitement psychologique approfondi. Elle a également été tenue de rembourser l'argent qui avait été dépensé pour les préparatifs du bébé et d'indemniser les invités qui avaient apporté des cadeaux à la fête. Les procédures judiciaires ont duré des mois, pendant lesquels David est resté avec Sarah et moi. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, mangeant à peine, dormant à peine. La trahison l'avait tellement profondément blessé qu'il remettait tout en question concernant sa relation avec Jessica, se demandant sur quoi d'autre elle avait menti, ce qui était faux d'autre. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où elle a touché son ventre et parlé au bébé, m'a-t-il dit un soir, toutes les fois où elle a dit qu'elle pouvait le sentir donner des coups de pied. Tout le temps, elle m'a fait sentir que j'étais déjà père. Comment on simule ça? Comment on ment sur quelque chose d'aussi fondamental? Je n'avais pas de réponse pour lui. Pendant toutes mes années de pratique médicale, je n'avais jamais rencontré quelque chose comme ça. J'avais vu des femmes atteintes de pseudociesis qui croyaient sincèrement qu'elles étaient enceintes, mais le cas de Jessica était différent. Elle savait qu'elle n'était pas enceinte, avait planifié toute la tromperie et l'avait exécutée avec une précision calculée. L'histoire a fait les manchettes locales, puis est devenue virale sur les médias sociaux. Les détails étaient si bizarres, si incroyables que les gens n'arrêtaient pas d'en parler. David a reçu des centaines de messages d'étrangers, certains offrant du soutien, d'autres partageant leurs propres histoires de personnes trompées par des partenaires, et malheureusement, certains le blâmant de ne pas avoir vu à travers la tromperie. Comment n'as-tu pas su, était la question la plus courante. Comment as-tu pu vivre avec quelqu'un pendant 7 mois et ne pas te rendre compte qu'elle n'était pas enceinte? C'est une question légitime, mais qui ne tient pas compte de la sophistication de la tromperie de Jessica. Elle avait tout étudié, des changements physiques qui se produisaient pendant la grossesse aux effets émotionnels et psychologiques. Elle avait modifié son comportement, son régime alimentaire, ses habitudes de sommeil, tout pour rendre le mensonge convaincant. Plus important encore, pourquoi quelqu'un soupçonnerait-il que sa femme simule une grossesse? C'est un mensonge tellement scandaleux qu'il ne viendrait pas à l'esprit de la plupart des gens de le remettre en question. Quand quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance vous dit qu'il porte votre enfant, vous le croyez. Vous n'exigez pas de preuves médicales ou ne menez pas d'enquête. L'impact psychologique sur David a été dévastateur. Il a dû suivre une thérapie de deuil, non seulement pour la perte de son mariage, mais pour la perte de l'enfant qu'il avait cru venir. Il avait déjà commencé à créer des liens avec un bébé, avait déjà commencé à se considérer comme un père. La chambre d'enfant qu'il avait préparée est restée vide pendant des mois, un rappel constant de la tromperie. J'en rêve parfois, m'a dit David. Du bébé qui n'a jamais existé. Je rêve qu'il soit réel, que Jessica disait la vérité, et que nous sommes une famille heureuse. Puis je me réveille et me souviens que tout était un mensonge. Il a fallu plus d'1 an à David pour recommencer à fréquenter quelqu'un. Et même alors, il se méfiait de chaque femme qu'il rencontrait. Il posait des questions détaillées sur leur passé, leur famille, leurs antécédents médicaux. Il ne pouvait se résoudre à faire confiance à qui que ce soit complètement. Je continue d'attendre que le pire arrive, m'a-t-il dit. Je continue d'attendre de découvrir que cette nouvelle personne me ment aussi. Jessica semblait si normale, si aimante.
Si elle pouvait mentir sur quelque chose d'aussi fondamental, comment puis-je savoir que personne d'autre ne le fera? L'incident a également affecté ma propre pratique médicale. La nouvelle de mon rôle dans la découverte de la tromperie s'est répandue, et j'ai commencé à recevoir des références d'autres médecins qui soupçonnaient que leurs patientes pouvaient souffrir de pseudociesis ou d'autres affections psychologiques liées à la grossesse. C'est devenu une spécialité inattendue pour moi, aidant à identifier et à traiter les femmes qui vivaient de fausses grossesses. J'ai également commencé à étudier la condition plus en détail. J'ai appris que la pseudociesis est plus fréquente que la plupart des gens ne le pensent, affectant environ 1 à 6 grossesses sur 22 000. Mais le cas de Jessica était inhabituel parce qu'elle avait consciemment choisi de simuler la grossesse plutôt que de croire sincèrement qu'elle était enceinte. L'affaire judiciaire s'est prolongée pendant plus d'1 an. Les avocats de Jessica ont fait valoir qu'elle était malade mentale et ne pouvait pas être tenue pleinement responsable de ses actes. Les avocats de David ont fait valoir que la tromperie était préméditée et que Jessica devrait être tenue responsable des dommages émotionnels et financiers qu'elle avait causés. En fin de compte, Jessica a été condamnée à verser une restitution et à poursuivre un traitement psychologique. Elle a également été tenue de rester à l'écart de David et de n'avoir aucun contact avec lui ou sa famille. L'affaire judiciaire a créé un précédent juridique pour la fraude à la grossesse, facilitant ainsi la recherche de justice pour les futures victimes. Mais la résolution juridique n'a pas vraiment résolu quoi que ce soit pour David. L'argent ne pouvait pas annuler les dommages émotionnels, et l'ordonnance du tribunal ne pouvait pas effacer les 7 mois de mensonges. Il a dû reconstruire toute sa compréhension de l'amour, de la confiance et des relations à partir de zéro. 2 ans après l'incident, David a rencontré Emma Miller, une enseignante qui avait également vécu un divorce difficile. Ils ont pris les choses très lentement, construisant la confiance progressivement. David a été franc sur ce qui s'était passé avec Jessica, et Emma a été compréhensive et patiente avec son besoin de transparence et d'honnêteté. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant de se marier, et David a insisté sur une petite cérémonie privée. Il ne pouvait se résoudre à avoir une autre grande célébration après ce qui s'était passé à la baby shower. Mais leur mariage était beau dans sa simplicité, en présence uniquement de la famille proche et des amis qui avaient soutenu David pendant la période la plus sombre de sa vie. 1 an après leur mariage, Emma est tombée enceinte. David était terrifié au début, convaincu que d'une manière ou d'une autre, cette grossesse se révélerait également fausse. Il a assisté à tous les rendez-vous chez le médecin, a posé des questions détaillées sur chaque symptôme et a demandé plusieurs échographies pour confirmer que le bébé était réel. Je sais que c'est irrationnel, m'a-t-il dit, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je continue de m'attendre à me réveiller et à découvrir que cette grossesse est fausse aussi. Mais cette grossesse était très réelle. Emma a donné naissance à un petit garçon en bonne santé, Michael David, nommé d'après moi et son père. David était dans la salle d'accouchement quand son fils est né, et j'étais là aussi, ayant été invité à être présent à la fois en tant que médecin et oncle. Au moment où David a tenu son fils pour la première fois, quelque chose en lui s'est guéri. La peur et la suspicion qui l'avaient tourmenté pendant des années ont semblé disparaître alors qu'il regardait son enfant. C'était réel. C'était son fils. C'était ce qu'il attendait. Merci, m'a-t-il murmuré en tenant son fils. Merci de m'avoir sauvé de ce mensonge. Quant à Jessica, j'ai entendu dire par des connaissances communes qu'elle avait continué son traitement psychologique et avait déménagé dans un autre état. Elle avait apparemment progressé dans la compréhension de son état et avait travaillé à réparer les dommages qu'elle avait causés. Elle a envoyé une lettre à David le premier anniversaire de l'incident, s'excusant à nouveau et exprimant son espoir qu'il trouve le bonheur. David n'a jamais répondu à la lettre. Il était passé à autre chose, avait construit une nouvelle vie et avait trouvé un vrai bonheur avec Sarah et leur fils. La fausse grossesse avait été un cauchemar, mais elle lui avait aussi appris la valeur de la vérité, de l'honnêteté et de l'amour véritable. L'incident de la baby shower est devenu un conte édifiant dans notre famille, un rappel que parfois les personnes en qui nous avons le plus confiance sont capables des tromperies les plus dévastatrices. Mais c'est aussi devenu une histoire de rétablissement, de la capacité humaine à guérir et à aimer à nouveau après une trahison. En y repensant maintenant, je réalise que ma formation médicale m'avait préparé à reconnaître les signes physiques de la tromperie de Jessica, mais elle ne m'avait pas préparé aux conséquences émotionnelles. La science de la grossesse est quelque chose que je comprends complètement, mais la psychologie de la raison pour laquelle quelqu'un simulerait une grossesse pendant 7 mois est quelque chose que j'essaie encore de comprendre. Ce que je sais, c'est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure qu'un mensonge. La vie de David a été brisée lorsque la tromperie de Jessica a été révélée, mais elle a également été sauvée.
Si je n'avais pas été là ce jour-là, si je n'avais pas reconnu les signes, le mensonge aurait pu continuer indéfiniment. Jessica aurait pu simuler une fausse couche, ou pire encore, elle aurait pu passer à des mesures encore plus désespérées pour maintenir la tromperie. La baby shower de la fausse grossesse a été l'événement le plus bizarre et le plus troublant auquel j'ai jamais assisté, mais elle a aussi renforcé ma conviction de l'importance de la vérité, de la confiance et de la connexion humaine authentique. En fin de compte, David a trouvé le véritable amour avec Emma, et ils ont la famille qu'il a toujours voulu. La vérité l'a libéré, même si elle l'a blessé en premier. Et c'est pourquoi j'ai décidé de partager cette histoire, parce que quelque part, il pourrait y avoir un autre David, une autre personne trompée par quelqu'un qu'elle aime. Et si cette histoire ne serait-ce qu'une seule personne à reconnaître les signes de la tromperie, alors elle valait la peine d'être racontée. La vérité vaut toujours la peine d'être racontée, aussi étrange ou incroyable qu'elle puisse paraître.